Madame Dautrice, Monsieur Asselin, bienvenue à l'émission Reflet d'ici. C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant plus que c'est la deuxième fois. Et on vient avec un autre beau livre que vous avez fait, Madame Dautrice. On parle bien sûr du livre Les Antilles amoureuses. Maintenant, c'est le journal secret d'une médium confrontant l'enfer des âmes agrégées. Mais là, ça s'appelle Alerte aux vampires et si cela vous arrivait. Donc, vous n'avez pas chômé depuis la dernière fois, vous avez écrit. Et vous avez rencontré l'âme sœur, parce que la dernière fois qu'on était sur l'émission, on parlait vraiment de l'âme sœur et vous l'avez rencontré tout de suite après, j'imagine. C'est tout de suite après le tome 1, donc quand on a eu notre première émission ensemble, vous m'aviez demandé qui était le héros final, au fond. Puis je ne savais pas vous répondre, puis c'était le jour après, pratiquement. Donc Mario est arrivé dans ma vie, et puis c'est mon compagnon. Et c'est d'une façon tout à fait extraordinaire, parce que je ne cherchais rien. Hein, ça s'est présenté comme ça, suite à votre émission. Ah, ben c'est merveilleux. Vous voyez que les émissions avec les communautaires, ça porte profit. Vous, M. Asselin, vous êtes originaire d'ici? Oui, de Bridgeville. De Bridgeville. Oui. J'ai parti 25 ans à travailler à Montréal. J'ai été ici à la construction. Les dernières années, j'étais à la ville de Montréal. 10 ans de temps. Mais j'ai eu un accident de moto qui m'est arrivé en 2006. Et je ne peux plus faire mon emploi de mécanicien d'entretien sur les systèmes de pompage de l'eau potable pour la ville de Montréal. Donc, la SAC a décidé de m'envoyer sur un cours en dessin industriel. Dans le même métier, j'imagine? Oui, c'est une continuité de mon métier. Puis, suite à ces cours-là de 2 ans, avec mon stage, mes diplômes, j'ai décidé de prendre une bonne pause en Gaspésie, un mois de temps, en mois de janvier. Prendre un recul là, pour vraiment tout mettre en place. C'est ça. Puis, semaine plus tard, j'étais arrivé à Gaspésie, j'ai rencontré Pierrette. Puis, c'était de l'amour fou depuis ce temps-là. C'est merveilleux, hein? Dû à un accident, des fois, mais dû à un accident, l'amour fou qui arrive, c'est merveilleux. Et vous, bien sûr, peut-être ça vous motive à écrire plus, parce que... Mais là, on parle d'alerte aux vampires, et si cela nous arrivait. Votre deuxième tome annonce, comme je mentionnais, Alerte aux vampires. Ça signifie que les vampires existent vraiment? Absolument. C'est sûr et certain que la série Twilight et des livres folkloriques sur les vampires, Dracula, Nosferatu, bon, c'est du folklore, mais les vampires existent réellement. Et puis mon livre, bon, si l'histoire ne m'était jamais arrivée, j'aurais pas cru que ça puisse exister. Mais c'est une histoire tellement effroyable que je raconte dans mon livre, puis qui touche beaucoup de gens. Parce que moi, je parle des vampires psychiques. Hein. C'est une créature qui est beaucoup plus dangereuse que le Dracula et le Nosferatu de la légende. Parce que des vampires psychiques, on en connaît tous. Puis c'est un mécanisme très insidieux qui peut gâcher la vie de quelqu'un si on ne fait pas attention. Quand on parle de vampire psychique, c'est une création de son imagination. Comment c'est quoi pour que les gens comprennent bien ce qu'on veut, pour saisir vraiment ce que vous voulez dire? Ben, il y a beaucoup de bouquins en psychologie qui parlent par exemple des manipulateurs et l'amour, des phénomènes d'emprise amoureuse, de possession amoureuse. Moi, j'ai fait une psychanalyse de 6 ans. Puis dans mon livre, au fond, j'allie la psychanalyse et l'ésotérisme. C'est pour essayer de faire une synthèse, montrer aux gens que la racine de la manipulation amoureuse et de l'emprise se situe dans un autre plan, un plan occulte, caché, invisible. Et on est carrément dans le plan de la magie. Puis tout le monde en fait de la magie sans le savoir. Votre voisin peut en faire aussi. Une pensée négative en soi, c'est de la sorcellerie, c'est le début de la sorcellerie. Puis avec une pensée comme ça, vous pouvez faire du tort à quelqu'un d'une façon répétée. Là, si vous pensez négativement à quelqu'un, des pensées de jalousie, d'envie, de colère, de haine qui sont concentrées sur une personne en particulier, peuvent pratiquement la démolir à distance si la personne n'est pas avertie. Donc ça va quand même assez loin. Absolument. On parle de quel témoin là-dedans? Alors les témoins, moi dans mon histoire qui a duré plusieurs années, parce que c'est un phénomène que j'ai étudié au fur et à mesure des années, hein. Je suis journaliste à la base, donc j'avais aucune éducation ni scientifique ni religieuse, je ne vais pas à la messe, j'étais athée au début et je ne croyais à rien. Donc pour vous situer l'histoire, puis au fur et à mesure que l'histoire se présentait, que je suivais mon enquête en même temps, parce que je suis journaliste, j'étais cobaye et journaliste, les témoins ce sont des amis, ce sont des compagnons de voyage qui sont arrivés comme ça, des copains, des copines,
copines qui tous avaient comme une clé pour me faire comprendre un événement. Parce que c'est un sujet tellement spécial. C'est sûr qu'il y a des livres Nouvel Âge qui parlent de vampirisme, qui parlent d'emprise, de possession. Ce sont des phénomènes qui existent, mais je ne trouvais pas de livre scientifique qui m'expliquait la chose. Parce que quand vous êtes dedans, là, vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vécu des phénomènes tellement fous. Donc, il faut être à l'écoute quand même des gens qui nous entourent, des paroles qui se disent. Absolument. Il faut vraiment être conscient de la vie qui nous entoure au maximum pour capter ces choses-là. Oui, puis ça, c'est vraiment tout le monde, hein, c'est à la portée de tout le monde. La vie est faite de coïncidences, le hasard n'existe pas. Hein. On a tous des signes, on a tous la compréhension des choses. Si on fait attention à nos rêves, si on fait attention à ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours le reflet de ce qu'on porte en soi. Hein, donc, c'est pas si compliqué que ça. Chacun est autonome et peut s'en sortir au fond par lui-même. La prière est une force remarquable. Donc, quand les gens me disent, certaines personnes me disent, ben, tu es beau, Serge, moi je dis, c'est le reflet de votre visage sur le mien. Donc, ça peut être une interprétation comme ça. Bien sûr, il peut vous arriver des choses extrêmement belles. Là, moi, j'ai eu beaucoup de choses très belles qui me sont arrivées, carrément des miracles. Je sais que le mot est galvaudé, mais il faut bien l'appeler comme ça. Ce sont des coïncidences extraordinaires. Mais n'empêche que la plupart des gens, et notamment les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui vivent des phénomènes terribles, des gangs de rue par exemple, la drogue, l'alcool, les phénomènes de possession, de suicide, de dépression nerveuse chez beaucoup de jeunes qui sont désespérés, qui ne savent pas comment s'en sortir, c'est toujours dû au vampirisme. Et c'est un phénomène que les psychologues et les médecins ne peuvent pas expliquer parce que ça dépasse tout traitement. Mais maintenant, à quoi reconnaît-on un vampire en 2010? OK, alors en 2010, le principe du vampire, c'est qu'il doit s'alimenter. Hein? Comme Dracula va s'alimenter du sang de la victime. Bon, ça c'est le film, c'est le feuilleton. Quoiqu'il y a des gens qui le font aussi dans la réalité. Il y a des gens qui le font dans la vraie vie. Bien, le vampire va s'abreuver de votre énergie psychique. Parce que lui-même est une personne qui est en manque d'énergie, il va s'abreuver de vous. Un vampire peut être une personne vivante. Ça peut être un conjoint. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être un frère, une sœur, un enfant aussi, un copain, qui vous pompe de l'énergie. Un vampire peut être aussi une personne décédée, un esprit défunt, donc qui vient vous perturber la nuit parce qu'il est resté sur un plan, on appelle ça le purgatoire, hein, entre deux mondes. C'est quelqu'un qui est mort dans des circonstances soit dramatiques, soit qui n'a pas accepté sa mort. Et bon, il y en a plein. Parce que beaucoup de gens vivent des choses terribles, puis beaucoup de gens meurent dans des circonstances aussi difficiles. Donc, c'est un exemple concret de la fiction qui rejoint la réalité? Oui. Okay. Oui, là, il y a beaucoup... puis je reçois moi-même des consultants, monsieur et madame tout le monde, hein, parce que je fais des consultations de clairvoyance. Je suis écrivaine, mais à mes heures, j'ai des consultations. Vous êtes médium aussi? Oui. Je suis médium par la force des choses. Je le suis devenue avec tout ce qui m'arrivait, parce que moi, je vous dis, je ne croyais en rien. Et puis j'ai étudié ça d'une façon rationnelle, mais aussi sur le plan de la médiumnité. J'avais des rêves qui m'informaient. J'ai fait une enquête. Hein, j'ai lu beaucoup de livres aussi spécialisés. Est-ce que vous voyez un vampire dans votre ami de cœur ou vous voyez quelqu'un qui va vous aider? Puis, Oh mon Dieu, c'est quelqu'un d'adorable. C'est tout ce que je cherchais comme qualité chez un homme. C'est sûr qu'on a tous nos défauts, mais c'est invraisemblable. La vie finit par vous récompenser. Hein. Mais on vit tous nos phénomènes de vampirisme avant. Votre arbre généalogique, par exemple, c'est quelque chose qui vous tire dans le pied. Hein, parce que vous croyez parfois, les gens croient qu'ils agissent par eux-mêmes, mais on agit suivant ce que nos parents nous ont transmis. Exactement, suivant les attentes de nos parents, suivant les attentes de nos ancêtres. Puis c'est là qu'on se tire dans le pied. Parce que dans une rencontre amoureuse, il n'y a pas que deux personnes. Vous avez deux arbres généalogiques qui se rencontrent. Hein. Puis ça peut faire des flammes, ça. Et toutes les ruptures que j'ai connues avant, c'est parce que c'est sûr et certain que la médiumnité est difficilement acceptable. Les gens ont peur quand on voit clair. Mais ce n'est pas juger. C'est bon sang, l'amour existe, mais oser sortir des conditionnements, des familles, oser, c'est pas se séparer de la famille, mais c'est vivre sa vie à soi, et non ce que les parents ont attendu pour vous. Donc c'est le fun, monsieur, se faire flatter comme ça par une dame. C'était choyé. Ben oui. Ben, la vie nous a choyés, on n'a pas demandé, la vie nous a choyés, en fin de compte. C'est exactement, ben, on dit merci à la vie. Ne risque-t-on pas de tomber dans la paranoïa avec de telles comparaisons? Tu sais, les gens qui pensent, bon, vas-tu venir fou, vas-tu venir... Tu sais, les gens qui nous écoutent présentement, ouais, regarde, ils sont sceptiques, il y a des gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas à ces histoires-là, mais si, bon, ils se mettent à écouter l'entrevue, ça pourrait arriver de tomber dans une paranoïa puis dire « Ah, on a peur de tout, on a peur de la personne qui est à côté. Puis C'est sûr que la frontière entre la paranoïa, la folie et la réalité est mince. Comme je vous dis, c'est partir du gros bon sens. Hein? Moi, j'ai regardé, il suffit d'observer autour de vous. Ouvrez la télé, ça va pas bien.
Hein? Tout ce qu'on voit à la télévision, ces phénomènes-là, c'est souvent dû à des choses invisibles, des entités qui viennent vraiment nous diriger. On est des pions. Si on ne fait pas attention, on est des pions. Il y a des entités sombres, il y a des anges, mais il y a les entités sombres aussi. Puis dans mon livre, au fond, je montre aux gens, aux jeunes, les pistes pour repérer comment s'en sortir quand on vit ces phénomènes, parce que c'est fréquent. Donc, on est sur un jeu, dans le fond. Puis on peut se faire manipuler par ces gens. Okay. Les gens qui vous manipulent, on est tous interreliés. Il y a plusieurs plans de conscience. Hein. Il y a le plan de conscience physique, puis il y a le plan de conscience mentale. Ce sont toutes des réalités qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il faut en être conscient si on ne veut pas se faire piéger. La vie peut être très belle par ailleurs, mais il faut voir ces choses-là avant. Exactement. Le vampirisme psychique, comment il agit dans la personne d'une façon très sournoise. C'est très sournois et c'est parfois, on peut croire qu'on a une dépression nerveuse et en fait on est à côté de la traque parce que c'est simplement, parfois il suffit de percevoir un manque d'énergie. Mettons, vous vivez avec un conjoint et vous vous retrouvez toujours dans un manque énergétique. Il y a une question à se poser là. S'il y a un partenaire dominant, un autre qui est dominé, il y a un échange qui se fait comme dans un vase communicant. Hein. Donc la personne qui subtilement peut manipuler l'autre dans un couple va s'arranger pour lui pomper l'énergie que l'autre parfois ne s'en aperçoit même pas, mais il se retrouve de plus en plus déprimé sans pouvoir mettre un nom parce que la manipulation est subtil. Hein? C'est comme une force, dans le fond. Oui, c'est une force. Okay. C'est une force vampirique, c'est extrêmement sournois. Puis beaucoup de femmes que je connais ne sont pas masochistes et connaissent par exemple des ruptures amoureuses avec des obsessions qui durent, que la psychanalyse ne guérit pas, que la médecine ne guérit pas, que les pilules ne guérissent pas. Puis il y a des façons bien précises de couper les obsessions, les compulsions. Je l'explique dans mon livre, là, parce que c'est vraiment le sujet. Oui, c'est sûr, on parle, c'est sûr, mais il y a le livre quand même que vous pouvez vous procurer, mesdames et messieurs, à Lettres aux vampires. Et si cela vous arrivait, pour en savoir beaucoup plus, bien sûr. C'est les Hantises amoureuses, aux éditions ADA. C'est les Hantises amoureuses, exactement. Le vampirisme provient-il de personnes... On parlait tantôt, vous avez ouvert une parenthèse, on parlait de personnes mortes, de personnes vivantes. Est-ce que une personne morte peut laisser quand même des traces dans la vie de quelqu'un? Absolument, parce que si vous vivez la mort de quelqu'un que vous ne l'acceptez pas, vous allez retenir cette personne sur le plan terrestre et cette personne va s'abreuver de vous. Ma mère, à moi, elle s'est suicidée. Puis il m'a fallu un temps infini pour comprendre que ma mère vivait à travers moi. Parce que quelqu'un qui se suicide vit en deux plans de conscience. Elle n'était pas dans la lumière, elle n'était plus sur Terre, elle était vraiment en deux mondes, dans un purgatoire. Elle vivait à travers moi, à tel point que j'avais des rêves, je voyais ma mère dans le miroir quand je me regardais. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience, bon sang, mais c'est à l'œuvre, malgré moi, il y a quelque chose qui me pousse malgré moi, puis c'est ça qui m'a notamment mené à faire cette enquête-là. Comment un être décédé peut vous mener, peut vous... Et quand votre maman s'est suicidée, est-ce que ces apparitions, ces choses-là, ça a disparu? Ça a disparu quand j'ai terminé mon enquête, là, que je savais vraiment pourquoi ces choses-là apparaissaient. Parce qu'il y avait aussi des phénomènes paranormaux. Hein. J'ai vécu des phénomènes paranormaux suite à une relation amoureuse qui s'est dramatiquement terminée aussi. Parce que ma mère s'était suicidée, mais le père de mon compagnon d'alors était mort dans des circonstances dramatiques. Donc lui portait l'entité de son père, moi l'entité de ma mère, puis on était beaucoup là quand on se rencontrait. Voyez-vous, donc il y a eu une rupture à un moment donné, puis... J'ai vécu des phénomènes paranormaux que beaucoup de gens connaissent également. Parce que le vampirisme, il y a des symptômes qui sont faciles à reconnaître, notamment le cauchemar. Hein, vous avez des cauchemars récurrents. Ça, c'en est un. Beaucoup de gens vivent des cauchemars présentement. Une sensation de peur et d'oppression quasi permanente. L'épuisement nerveux, la léthargie au fur et à mesure que ces phénomènes subsistent. La pâleur cadavérique également. Hein, une personne qui est pâle, qui est maigre, qui maigrit à vue d'œil. Des traces corporelles. Moi, je me réveillais le matin, j'avais des piqûres. Je croyais que c'était des piqûres de moustiques. Mais si vous lisez les livres spécialisés, puis c'est quelque chose que j'ai découvert dans mon enquête aussi, il existe des traces bien caractéristiques du vampirisme psychique. C'est deux petites piqûres espacées d'1 centimètre et ça vous pique dans le cou, aux articulations, entre les seins pour une femme, aux articulations des jambes. C'est vraiment particulier. Si on se réfère à des films, on voit les grosses dents, des grosses morsures, mais ça, c'est plus petit. Oui, absolument. Bien sûr, l'entité, c'est-à-dire que vous avez peur. Hein, quand vous ne connaissez pas ce phénomène-là, l'entité ne vient pas vous mordre physiquement. Non, mais elle vient mordre votre corps éthérique, car on a un corps physique, mais on a un corps éthérique également. Puis c'est là qu'il trouve une brèche. Hein, quand il y a une personnalité défunte qui vient vous molester la nuit, c'est par le corps éthérique qu'elle entre. Donc ce sont
les morsures que vous voyez au matin quand vous vous levez. Et puis, j'en ai connu beaucoup des gens qui avaient ça, puis j'ai des témoins qui peuvent le confirmer. Quand ça vous arrive, vraiment, vous vous posez les questions.